Je pense que ça va être l'heure. On va pouvoir commencer. Hop, j'espère que vous voyez tous bien l'écran. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qui traitera du vaste sujet des épidémies virales et du bon usage antibiotique en EHPAD. Donc, avec Cécilia, on va le présenter, l'animer aujourd'hui. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir en experte invitée le docteur Sophie Champollion, qui est gériatre et médecin coordinateur d'EHPAD. Alors, je ne sais pas si elle nous entend, si elle souhaite se présenter ou pas. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend. Parfait. Bonjour à tous. Voilà, je suis gériatre. J'ai travaillé pendant 16 ans en hospitalier. Je découvre le monde de la ville en EHPAD depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Donc, je vous remercie et je vous laisse la parole. Voilà, et le docteur aussi Sophie Champollion, qui fait partie du conseil scientifique du Centre régional en antibiothérapie d'Île-de-France. Vous pouvez là, n'hésitez pas à vous présenter, donner votre profession, votre lieu d'exercice dans le chat dès maintenant, et vous pouvez poser vos questions dans le chat au cours de la présentation. On y répondra donc avec le docteur Champollion à la fin. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. On va essayer d'essayer de couvrir ça au maximum. On vous transmettra évidemment le diaporama à la fin, puisqu'on va pas avoir forcément l'occasion de parler de tout ce qu'il y a sur les diapos, mais vous aurez le support que vous pourrez d'ailleurs réutiliser à votre guise si vous le souhaitez. Il y a toutes les citations, évidemment, les sources. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc, on va déjà faire un état des lieux de la consommation des résistances antibiotiques, notamment en EHPAD. Ici, vous avez donc des données qui viennent de Santé publique France qui montrent qu'il y a eu une forte diminution au moment de la pandémie Covid, de la consommation d'antibiotiques, du fait que les gens se sont éloignés des lieux de soins et restaient plutôt chez eux. Mais il y a eu un énorme rattrapage en 2021 et surtout en 2022 qui a annulé en fait cet effet de baisse de prescription. Quand on voit à droite sur la partie droite que ce rebond il concerne essentiellement les enfants de moins de 5 ans, mais on voit qu'à la deuxième position, il y a les personnes de 80 ans et plus. Donc, vraiment, le sujet âgé fait partie des personnes qui se voient prescrire des antibiotiques. Au niveau des résistances, on a ici les données du réseau Primo de résistance, donc en ambulatoire. La partie qui nous intéresse est à droite. On voit les cibles donc sur fond bleu, avec dans l'hexagone les chiffres de l'année 2022 au niveau national. On voit qu'on n'est pas très loin des cibles. Et dans la région, c'est vraiment le gros encadré. On voit qu'effectivement, en Île-de-France, on n'est pas les meilleurs élèves au niveau des résistances, tant pour Escherichia coli au C3G qu'au Si on s'intéresse aux E. coli B, LSE, on voit donc sur les deux courbes du haut sur le graphique en pointillé qu'également on est au-dessus. On a plus de 52% de résistance en Île-de-France par rapport à la moyenne nationale, avec toujours les objectifs qui sont rappelés. Donc on voit qu'effectivement on est au-dessus en Île-de-France des objectifs, au-dessus du niveau national, et que donc vraiment, si c'est important qu'on puisse se saisir de ce sujet du bon usage antibiotique en EHPAD pour avoir vraiment un impact important. En fait, on aura vraiment des conséquences si on se saisit, si on se saisit de ce sujet qui est important. Vraiment, ça aura des effets. C'est quelque chose on peut faire changer les choses, quoi. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler de l'épidémie hivernale actuelle, des infections respiratoires aiguës. Donc ça, c'est les dernières données de Santé publique France qui sont donc du 10 janvier, d'il y a 5 jours. On voit qu'au niveau de la bronchiolite, c'est un peu mieux en Île-de-France. On a passé le pic, on est vraiment en période post-épidémique. Au niveau du taux de passage aux urgences pour le Covid, on est également un petit peu mieux. On a quand même une circulation qui se maintient. Mais c'est un petit peu mieux qu'il y a quelques semaines. Par contre, au niveau de la grippe, on le voit à gauche, ça y est, on est dans le pic épidémique qui est arrivé un peu tard. On voit que, effectivement, c'est ce qu'indique Santé publique France. Les indicateurs restent stables avec une diminution de bronchiolite Covid en médecine de ville. Il y a une diminution à l'hôpital, sauf chez les 65 ans et plus, qui est la population qui nous intéresse. Donc, on est encore bien dans le pic, notamment de la grippe. Maintenant qu'on a vu ces données rapidement, qui sont l'enjeu et le levier que sont le bon usage des antibiotiques en EHPAD et le fait qu'on est bien dans le pic des infections respiratoires
aiguë hivernale. On va pouvoir parler de chacune de ces infections respiratoires en EHPAD. On va commencer par la plus préoccupante, la grippe. Donc, on va faire un rappel rapide. La grippe, c'est 2 à 6 millions de personnes touchées, infectées chaque année, 20 000 hospitalisations, 10 000 décès. Et comme on voit donc, sur la partie basse de la slide, on voit dans les camemberts en violet, les personnes de 65 ans et plus, les sujets de 65 ans et plus, ils représentent à peu près 40% des hospitalisations après passage aux urgences, 45% des admissions en réanimation, mais plus de 93% des décès attribuables à la grippe, alors que proportionnellement, quand on regarde par rapport à la population française, les plus de 65 ans, c'est 20% des cas de grippe sur l'ensemble. Donc vraiment, les personnes âgées sont très à risque pour la grippe, c'est vraiment quelque chose d'important. La période épidémique habituelle est novembre à avril. L'épidémie de l'année dernière a été assez précoce, assez longue. Cette année-là, visiblement, on commence à être dans le pic, donc c'est peut-être un peu plus tard, à voir maintenant ce qui va être cette année. On voit en bas également qu'il y a au niveau des vaccinations eu une belle augmentation en 2020-2021 suite à la Covid, à la pandémie. Ça s'est un petit peu tassé en 2021-2022. Donc vraiment, là, il faut qu'on essaie de poursuivre les efforts. La vaccination est vraiment importante vu ces données-là pour la personne âgée. Pourquoi la grippe, c'est embêtant chez la personne âgée? Parce que la grippe, chez, on va dire, les sujets plus jeunes, c'est quelque chose d'assez classique, un syndrome infectieux marqué, avec un syndrome respiratoire, vraiment une myalgie, une altération d'état général, pas de foyer, quelque chose qui est assez dur, qui évolue favorablement, assez brutal, qui évolue favorablement dans les 5 jours. Mais chez le sujet âgé, on a un tableau clinique initial qui est beaucoup plus trompeur, avec, pour ce qui est des symptômes les plus fréquents, on a un tiers à la moitié des sujets qui ne présentent voilà, pas de fièvre, pas de toux, pas de dyspnée. On a aussi des symptômes assez peu spécifiques, des chutes inhabituelles, une diminution de l'appétit, une incontinence, un état cognitif qui se modifie de façon inhabituelle, des choses qui sont vraiment peu spécifiques, qui peuvent parfois être les seuls symptômes, qui sont des symptômes qui sont vraiment vus par les personnes qui voient les patients, les résidents tous les jours, donc vraiment le personnel paramédical, les aides-soignants qui nous disent, voilà, là, le patient de telle chambre n'est pas comme d'habitude, c'est vraiment là où il faut essayer de se dire, est-ce que avoir ça à l'esprit. Pourquoi aussi c'est embêtant ces sujets âgés? Parce qu'il y a des surinfections bactériennes respiratoires, il y en a beaucoup, il y a beaucoup plus d'hospitalisation pour la grippe chez ces personnes-là, comme on va le voir. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose de peu spécifique, c'est quelque chose qui peut être très trompeur. Donc, comment faire pour avoir le diagnostic? Vraiment, la stratégie du point of care test. Un point of care test, c'est quoi? C'est un test que vous effectuez au lit du patient, au lit du malade, qui va guider le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Et donc, pour la grippe, si le diagnostic clinique il est simple, en EHPAD, en établissement médico-social, on a un paramètre supplémentaire qui est que ces personnes fragiles vivent en promiscuité. Qui dit promiscuité dit cas groupé et épidémie. Donc vraiment, le test rapide d'orientation diagnostique, les TROD pour la grippe, sont vraiment importants. Ici, on vous a remis donc la définition du ministère de la Santé des cas groupés. On voit qu'il est important de faire rapidement des tests diagnostiques rapides dans les 48 premières heures pour vraiment pouvoir le caractériser. Donc, c'est important d'avoir recours à ce TROD. N'hésitez pas, voilà, les TROD négatives, à utiliser aussi les tests multiplex. Alors ça, c'est pas toujours proposé. Peut-être voir avec le laboratoire conventionné de votre établissement. Pensez également, si voilà, on n'a pas tous les PCR ou le labo qui le propose, au TROD, au test rapide d'orientation directe que vous pouvez faire assez facilement. Il y a des TROD de la grippe seule, mais il existe aussi des TROD combinés qui sont parfois plus facilement accessibles, plus facilement réalisables lors notamment des cas groupés des épidémies. Cette slide, vous allez la revoir plusieurs fois. Le traitement d'une grippe en l'absence de complications, c'est un traitement qui est symptomatique. Il existe, donc, comme on va le voir pour la grippe spécifique, un traitement plus spécifique. Mais vraiment, ce qui est important et ce qu'on va vous rabâcher pendant les 30 prochaines minutes, c'est que le traitement antibiotique systématique n'est pas intéressant, même si on sait que, voilà, comme on l'a vu, ce sont des personnes fragiles, des personnes âgées. Le traitement antibiotique systématique ne va pas les aider, comme on va le voir. Donc vraiment un traitement symptomatique en l'absence de complications et une surveillance. Donc, parlons déjà des antiviraux. Le plus connu, le l'oseltamivir, mais il y a aussi le zanamivir qui est un peu moins connu. Donc, c'est des traitements qui doivent être donnés
tôt, qui doivent être donnés dans les 48 premières heures. Donc, on retombe sur le fait qu'il est important d'avoir un diagnostic précoce pour pouvoir les proposer. C'est des traitements qui vont, le plus important, c'est qu'ils vont réduire le risque d'hospitalisation. C'est des chiffres que je vous ai indiqués qui sont sur des méta-analyses dont seul un tiers des études sont sur les plus de 65 ans et les personnes âgées spécifiquement. Donc, il faut un peu adapter probablement ces données, mais on a quand même une réduction pardon, du risque d'hospitalisation qui est importante. Il y a des effets indésirables à type de nausées, de vomissements, qui peuvent être parfois assez mal tolérés. On a parfois voilà, des gens qui nous disent le mal est aussi, le remède est aussi dur que le mal, mais quand on quitte à avoir des effets indésirables, autant que ce soit pour avoir le risque de diminution du risque d'hospitalisation qui est vraiment utile. Donc, pensez-y. Sachez aussi que l'insuffisance rénale chronique n'est pas un frein, la tolérance reste bonne, il faut juste adapter la dose. Les interactions, il y en a assez peu, la principale étant la warfarine, la coumadine, avec un signal faible de potentiel surdosage, et les autres traitements sont quand même moins fréquents. L'oseltamivir, enfin même tous les antiviraux, vous pouvez également les donner à dose préventive et non seulement curative, avec voilà cette très bonne communication du CPIAS des Pays de la Loire que je me suis permis de reprendre. Et donc, en fait, on voit que en fonction de si le patient est évaluable facilement ou difficilement, on peut vraiment, autour d'un résident qui est malade, les cas contacts étroits, leur proposer la dose préventive, qui est donc moindre que la dose curative, avec une tolérance et des effets secondaires qui seront moindres. Ça peut être aussi voilà, une bonne manière d'éviter les hospitalisations et les formes plus sévères. Alors parlons-en de ces formes sévères. Pourquoi on fait un focus sur la grippe? Pourquoi voilà, c'est un problème? Parce qu'on a beaucoup de patients qui se retrouvent sous antibiotiques, parce que le problème, c'est que la grippe chez la personne âgée, ça va vraiment provoquer un risque, vraiment plus de complications, notamment des complications. La principale complication, c'est la pnéumopathie bactérienne secondaire. Ce qui est important, c'est le mot secondaire que j'ai souligné. Pourquoi? Parce que encore une fois, parfois les symptômes sont difficilement attribuables parce que la personne âgée a des symptômes moins spécifiques, mais par contre, il y a une temporalité. Souvent, il y a une amélioration clinique initiale, puis c'est entre le 5e et le 7e jour qu'il va y avoir à nouveau voilà, une récidive d'hyperthermie, une toux, une dyspnée, avec cette fois-ci un foyer à l'auscultation pulmonaire. Donc, on vous a quand même mis des données en bas. Voilà, on est conscient que, c'est ça qui fait hospitaliser les personnes, c'est ça qui tue les personnes âgées dans la grippe, c'est vraiment les surinfections. Donc, on comprend le fait qu'il y ait besoin d'avoir ces antibiotiques, qu'il y a besoin de les utiliser. Mais ce qui est important, le message qu'on aimerait faire passer, c'est qu'il est important de les utiliser pas de façon systématique, mais de façon la plus judicieuse possible. Donc, garder à l'esprit cette temporalité qui est importante. L'épidémiologie de la pnéumopathie, c'est le sujet âgé. Voilà, encore une fois, on sait que c'est ça qui fait hospitaliser les personnes, c'est ça qui tue les personnes en EHPAD. On a aussi une épidémiologie un peu plus particulière, avec plus de viroses, donc toutes les pneumopathies qui amènent à des hospitalisations et parfois à des complications, voire des décès, ne sont pas forcément bactériennes. Donc encore une fois, l'antibiotique systématique n'a pas forcément de justification ou d'intérêt pour le patient. Il faut garder ça à l'esprit, le fait que les pnéumopathies chez les personnes âgées peuvent être virales et non forcément bactériennes. Maintenant, vous allez me dire, bah, très bien, donc en fait, j'ai juste à surveiller les patients, si j'ai de quelqu'un qui peut venir réévaluer cliniquement mon patient, et en fait, à attendre et l'envoyer aux urgences. Non, il y a des choses à faire, et je vais vous en montrer quatre. La première, c'est, alors, si on a la structure adaptée, il est possible de s'aider de scores diagnostiques qui peuvent vraiment nous guider de façon assez efficace. Ici, vous avez une étude qui a mis au point un score sur lequel il se base sur plusieurs éléments, un examen clinique, un dosage de la CRP, une PCR pour les infections virales et une radiothorax pour vraiment essayer d'améliorer les choses. On voit à droite qu'ils ont fait des courbes ROC. En bleu, c'est juste l'évaluation du médecin. Et en fait, on voit qu'en utilisant le score, voire l'algorithme, on améliore les choses. Pour autant, pardon.
Oui, parce qu'on partage. Pour autant, encore une fois, voilà, vous allez me dire, bah, très bien, la CRP, je l'ai 2 fois par semaine dans mon établissement. Les PCR, c'est compliqué. La radio de thorax, c'est compliqué. L'examen clinique, il faut que le médecin se déplace. En vérité, on pourra en discuter si vous le souhaitez à la fin, mais voilà, on pourra peut-être s'aider plutôt de données qui sont à la place, qui remplaceront l'examen clinique, qui seront par exemple des données de tension, de saturation, est-ce que le patient est capable de s'alimenter, de s'hydrater seul, des choses qui peuvent avoir une évaluation paramédicale pour s'aider sur voilà, l'évolution de ces données qui peuvent être récupérées de façon journalière. La CRP, effectivement, même si il passe 2 fois par semaine, c'est tout à fait possible de se dire, OK, bah, sur les patients où on a fait les TROD, on peut utiliser la CRP quand il passe sur ces patients-là pour pouvoir s'aider, savoir est-ce que il va falloir s'inquiéter pour ces patients ou pas. Les PCR, comme on l'a vu, si le laboratoire ne le fait pas, on pourrait envisager d'avoir des TROD combinés. Et pour ce qui est de la radio de thorax, on a la chance en Ile-de-France d'avoir, alors je ne vais pas les citer, mais on a des services de radio à domicile. Ce sont des services qui souvent se déplacent en EHPAD, qui ont en plus, les opérateurs ont l'habitude, vu que la principale population des gens qui font des radios au domicile, ce sont des patients gravataires et donc beaucoup des personnes âgées. Voilà, on pourra en discuter, mais il existe des scores diagnostiques qui peuvent nous orienter en utilisant les ressources au mieux qu'on a, si on a les ressources et la bonne structure. La deuxième chose, donc là, je vais faire un petit cas clinique pour recapter votre attention, pour aborder le second point, la seconde chose importante. Je vais donc vous parler de Madame Y, qui a 87 ans, qui est résidente en EHPAD, elle est grabataire, elle a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui présente là depuis 24 heures une douleur médiothoracique, une altération d'état général. Elle a une dyspnée, elle tousse gras, mais elle est apyrétique avec des constantes qui sont plutôt stables. On fait venir un opérateur qui fait donc cette radio au lit, c'est celle-ci. Et donc, je vais vous proposer plusieurs propositions et je vais vous demander, alors, attendez, je vais vous lancer le sondage, on ne va pas rester trop longtemps, mais pour que vous puissiez un petit peu raisonner, un petit peu participer. Et donc, voilà, les propositions vraies. Donc, est-ce que la proposition A est vraie? Le tableau clinique est compatible avec une pneumopathie? Est-ce que la radio est ininterprétable? Est-ce que la silhouette cardiaque est augmentée? Est-ce qu'on peut conclure à une pneumopathie sur cette radio et traiter d'emblée? Ou est-ce qu'on utilise un TROD viral? Donc, je vous laisse quelques instants pour participer. Voilà, pas forcément besoin de se prendre la tête, hein. C'est vraiment juste histoire de participer un petit peu, de raisonner un petit peu là-dessus. Je vais vous laisser encore quelques secondes. On attend encore voilà, 5 secondes. Ça fera à peu près 1 minute. Hop. Alors, donc, vous êtes quand même pas mal, voilà, effectivement, avoir bien vu que le tableau est compatible avec une pneumopathie. Comme on l'a vu, les symptômes peuvent être assez peu spécifique. La radio, elle est quand même assez peu interprétable. Quand on voit, il y a un cathéter qui pend, qui semble passer au niveau à gauche. On voit le bras de la patiente qui est probablement en écharpe et qui cache le cul-de-sac. Donc, c'est difficile d'interpréter ça. Ça va être assez compliqué. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la silhouette cardiaque, elle est augmentée. Ça, c'est vrai. Conclure à une pneumopathie sur la radio, c'est quand même difficile. Et donc, traiter d'emblée sans essayer de s'aider d'un autre faisceau, ça paraît un peu compliqué. Et un des autres faisceaux qu'on peut utiliser, c'est effectivement le TROD viral, comme on va le voir. Et donc, pour la petite histoire, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est vraiment de penser au diagnostic différentiel. Vraiment, une autre chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'éliminer d'autres choses. Donc, pour la petite histoire, cette patiente a été adressée aux urgences. Devant son bon état général, le fait que la radio, c'était difficile de vraiment se prononcer là-dessus, et elle a bénéficié d'un scanner. Et en fait, le scanner ne montre pas de myopathie, mais plutôt une imagerie compatible avec une insuffisance cardiaque, une poussée d'insuffisance cardiaque gauche. Et en fait, quand on centre sur l'estomac, on voit qu'en fait, il y a de l'aérophagie. Donc, au final, cette patiente, quand on voit là le scanner, il jure quand même pas mal avec la radio. Et c'était en fait une décompensation cardiaque. Donc, voilà, l'enjeu, c'est déjà de pondérer l'histoire des radios, que c'est vraiment un faisceau, et de penser, la deuxième chose qui est importante, c'est de penser à éliminer les diagnostics différentiels et principalement les décompensations, par exemple, cardio-respiratoires.
Hop. La troisième chose, donc le troisième point, on continue avec cette même Madame Y. Elle a le même tableau, donc on lui fait bien un trot qui revient positif à grippe. Devant le bon état général, on va plutôt se dire, OK, on va traiter de façon symptomatique, on va surveiller cette patiente. Elle évolue de façon favorable, tant mieux. Puis, au cinquième jour, elle redevient fébrile, elle est tachycarde, elle arrête de s'alimenter et elle ne parle plus, à le visage assez crispé. Quelles sont les propositions vraies? Donc, à nouveau, je vous laisse quelques secondes, je vais lancer le sondage. Tac. Vous pouvez répondre. Donc, à nouveau, quelles sont les propositions vraies? Est-ce que le tableau clinique est compatible avec une pneumopathie? Est-ce que la temporalité est cohérente avec une pneumopathie post-grippale? Est-ce que l'antibiothérapie devra couvrir le Staphylococcus aureus? Et est-ce qu'on traite pendant 10 jours? Et enfin, si l'évaluation est favorable au cinquième jour, est-ce qu'on pourra discuter pour cette patiente d'arrêter l'antibiothérapie? Je vous laisse encore une dizaine de secondes. Encore une fois, hein, pas de pression, c'est juste histoire de raisonner un petit peu. Je reste quelques secondes de plus. Hop, on va pouvoir arrêter. On va regarder ensemble. Donc, effectivement, le tableau clinique est compatible avec une pneumopathie. Cette fois-ci, on a quelque chose de plus brutal, de plus franc. La temporalité, comme on l'a vu, est compatible avec une pneumopathie post-grippale. Un état général plutôt conservé au début, une évolution favorable, puis hop, au cinquième jour, c'est assez caricatural, une dégradation de l'état général avec des signes, euh, même, voilà, même qui sont de la fièvre, une tachycardie, vraiment des données euh, même qui sont possibles d'avoir de façon journalière sans forcément avoir un examen clinique médical de la patiente si c'est compliqué. L'antibiothérapie devra bien couvrir le Staphylococcus aureus. Ce n'est pas pendant 10 jours qu'on traite, on va regarder ensemble les recommandations. Et effectivement, en cas d'évolution favorable au cinquième jour, on va pouvoir discuter l'arrêt de l'antibiothérapie. Donc c'est bien ça le troisième point que je voulais aborder. L'autre chose, c'est aussi qu'on peut faire, c'est quand on choisit de traiter avec la bonne molécule pendant la bonne période. Donc, là, on vous met les recommandations de la SPILF de 2021. On voit qu'effectivement, le Staphylococcus aureus dans les myopathies post-grippales est une situation où il doit être couvert. Donc, on va plutôt privilégier l'augmentin, l'amoxicilline avec acide clavulanique en antibiothérapie seule. Il n'y a pas lieu de donner de bi-antibiothérapie en première intention, sauf s'il y a une évolution d'emblée sévère ou une mauvaise évolution lors de la réévaluation à 48-72 heures, où là, on va adjoindre un macrolide et passer plutôt par voie injectable. La durée du traitement, la SPILF parle de 7 jours en 2021 avec une réévaluation à 48-72 heures, pardon, et si cette évolution elle est favorable, encore une fois, on a des données qui sont pas forcément soumises à un examen médical. Ce sont des choses qu'on peut essayer d'organiser, même en l'absence d'un médecin qui passe tous les jours, même en l'absence d'un examen clinique journalier. Et si ces éléments-là évoluent de façon favorable au troisième jour, effectivement, il est tout à fait possible et recommandé de limiter l'antibiothérapie. Il faut voilà, sortir du dogme de une antibiothérapie commencée doit être terminée. Maintenant, c'est toujours le bon moment, si c'est indiqué, d'interrompre cette antibiothérapie. Donc, ce sont des données que la SPILF a évoquées en 2021, sont des données qui sont en population générale. Donc, vous allez me dire, oui, d'accord, mais moi, mon patient, il est fragile, mon patient, il est institutionnalisé, il est grabataire, il n'est peut-être pas forcément dans la population générale. Et en fait, donc, il est possible qu'on utilise, il est tout à fait possible d'utiliser ces recommandations à la personne âgée. Donc ici, vous avez une étude pilote qui a été faite sur une petite population, comme on va le voir, mais qui a des résultats assez encourageants, qui a été faite par l'équipe d'infectiologie du centre hospitalier de Saint-Denis. Elle a été présentée là il y a un mois au congrès, enfin la réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse. On voit qu'en proposant une grille, après avoir rappelé les recommandations avec une évaluation initiale, une réévaluation au troisième jour qui est à l'appréciation du médecin et refait le point à J10 puis à J30 pour voir s'il y a une rechute, une complication, voire un décès, en fonction de si c'est 5 ou 7 jours. Donc voilà, ça a été fait sur 35 patients, mais on voit que les signes à la fois cliniques mais aussi biologiques
qui ont été faits ont tous évolué plutôt favorablement au troisième jour, et qu'en fait, quand on regarde donc, sur la partie droite les évaluations défavorables au 30e jour, il n'y a pas de différence entre le groupe 5 et le groupe 7 jours. Donc, c'est encore une fois une étude pilote, des effectifs plutôt faibles, mais qui sont vraiment sur la population des patients d'EHPAD, un âge médian de 85 ans. Et donc, on voit que c'est possible d'appliquer ces recommandations. Et tout ça, maintenant, va être normalement harmonisé début 2024, si tout va bien, avec des recommandations, des nouvelles recommandations, notamment qui vont vraiment entériner les 7 jours avec même les 5 jours équivalents des populations âgées. Le dernier point, vous m'avez probablement vu venir, c'est la vaccination. La meilleure maladie, c'est quand il n'y a pas de maladie. D'ailleurs, la meilleure présentation, c'est quand il n'y a pas de maladie. La grippe, elle est recommandée, la vaccination contre la grippe, elle est recommandée pour tous les patients qui sont institutionnalisés, mais aussi tous les professionnels qui travaillent en établissement de soins médico-sociaux. Donc voilà, il faudrait proposer à tout le personnel et à tous les résidents cette vaccination-là chaque année. Il existe plusieurs spécialités, certaines pour les allergies, n'importe laquelle, vous utilisez celle que vous voulez, mais c'est important de bien proposer cette vaccination-là. Même chose pour le pneumocoque. Le pneumocoque, il est notamment recommandé pour les patients qui ont des pathologies prédisposantes. Alors, les patients immunodéprimés, on n'a pas forcément 36 000 en établissement. Par contre, des patients qui ont une insuffisance cardiaque, des patients qui ont une bronchopnéopathie obstructive ou des patients qui ont un diabète pas équilibré par le régime simple, ça, on en a quand même un petit peu plus. Et donc, c'est tout à fait possible de leur proposer la vaccination contre le pneumocoque qui reste quand même fortement responsable de pneumopathie post-grippale, comme on l'a vu. Maintenant qu'on a parlé de la grippe, on va parler de la Covid. À nouveau, Madame Y, toujours cette même Madame Y, qui présente cette fois-ci plutôt une toux fébrile, avec un syndrome confusionnel depuis la veille. Elle, qui vraiment elle déteste le goût du café, a pu en boire sans broncher ce matin. Alors, des constantes qui restent satisfaisantes. Vous faites un TROD triplex, donc grippe, Covid, VRS, et il revient positif à SARS-CoV-2. Quelle surprise. À nouveau, je vous propose 5 propositions et je vous demande donc de me dire lesquelles sont vraies. Est-ce qu'il faut isoler Madame Y dans sa chambre? Est-ce qu'il faut dépister de façon systématique les résidents et les professionnels qui ont été en contact avec cette résidente? Est-ce qu'elle est éligible à un traitement par Paxlovid? Est-ce qu'elle risque de présenter des contre-indications à ce traitement? Et est-ce que l'infection retarde son projet de rappel, puisqu'elle a déjà été vaccinée, évidemment, de 6 mois? Je vous laisse encore quelques secondes. On va attendre encore 3-4 secondes. Hop. Donc, effectivement, donc isoler Madame Y dans sa chambre n'est plus des choses qu'on fait, mais par contre, on va voir, il va falloir mettre en place des précautions complémentaires, notamment lorsqu'elle va se déplacer de sa chambre, utiliser des masques, plutôt essayer d'éviter la promiscuité. Voilà, le midi, elle mange plutôt dans sa chambre, et quand elle peut se déplacer, elle peut sortir. Dépister systématiquement les résidents et procéder de contact, non seulement s'ils sont symptomatiques. Madame Y est bien éligible à un traitement, par contre, elle risque de présenter des contre-indications à ce traitement qu'il va falloir vérifier, et l'infection retarde bien le projet du rappel vaccinal de 6 mois. Donc ça, c'est l'épidémiologie de la Covid en établissement médico-social. On voit qu'effectivement, il y a une diminution, comme on l'a évoqué au début, mais les 2 dernières semaines, les 2 derniers graphes n'étant pas consolidés, on reste quand même, voilà, on sort du pic à peine. On voit d'ailleurs qu'il y a assez peu de grippe là-dessus, en aparté, ce qui est probablement une sous-déclaration, le fait que c'est bien, on déclare bien les Covid. Peut-être penser également aux cas groupés de grippe. Mais voilà, même la Covid reste un problème. Pourquoi la Covid, c'est compliqué? Parce qu'encore une fois, chez les sujets âgés, il y a un tableau clinique initial qui est peu spécifique, avec une altération d'état général, des chutes inhabituelles, des troubles cognitifs inhabituels, des troubles digestifs assez peu expliqués, qui sont parfois même le seul symptôme. Et voilà, on peut avoir quand même la triade connue, asthénie, anosmie, agueusie, mais chez la personne âgée, on reste quand même sur quelque chose d'assez compliqué. Encore une fois, le traitement en l'absence de complications est symptomatique. Les traitements antibiotiques systématiques ne sont pas utiles pour le patient.
Et donc, il existe cette fois-ci encore un traitement curatif en plus du traitement symptomatique et de la surveillance. Comme on le voit, la COVID, ça évolue même chez les sujets âgés de façon assez... Il y a une temporalité, donc on voit que ce n'est pas les premiers jours, mais plutôt vers le 9e jour que voilà, les complications, le sepsis va arriver et l'hospitalisation. Donc, de façon systématique, les antibiotiques n'ont pas forcément d'intérêt pour un patient qui souffre de cette infection. Quelles sont les règles de dépistage, d'isolement, de suivi en EHPAD? Ici, je vous ai mis plusieurs sources. Donc, en haut à gauche, vous avez les recommandations du ministère qui sont de dépister les personnes contacts symptomatiques et pas de façon systématique. En haut à droite, vous avez la même chose, pas de dépistage des contacts asymptomatiques, avec les mesures barrières à mettre en place. Donc voilà, plutôt un repas en chambre. On peut faire des activités, on peut sortir de sa chambre, mais en portant le masque. Et en bas, vous avez les règles de suivi. Il n'y a pas forcément lieu de suivre la négativation du test qu'on a effectué, sauf vraiment des cas très particuliers, des cas d'immunodépression qui sont vraiment assez, quand même assez peu fréquents en EHPAD. On voit sur le tableau que chez la personne âgée de plus de 75 ans, c'est 14 à 24 jours pour les durées de précaution en fonction de la fragilité du patient et du degré d'immunodépression. Le traitement par Paxlovid, c'est un traitement, donc voilà, notre patiente, elle cochait toutes les cases, elle n'était pas oxygénodépendante, à risque élevé de forme grave, et on était dans les 5 premiers jours de l'infection, d'où l'intérêt d'avoir rapidement le diagnostic de certitude. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de contre-indications que ce qu'on a vu pour la grippe. Je vous ai mis ici un tableau des principales traitements qu'on peut retrouver sur les ordonnances des personnes en EHPAD. Je vous invite à aller sur le site de la Société française de pharmacologie thérapeutique, qui est très bien, où il y a même un moteur de recherche, vous pouvez chercher le traitement que vous souhaitez. L'insuffisance rénale sévère est en théorie une contre-indication, à moins de 30 ml par minute de DFG, mais comme vous le voyez à droite, je vous l'ai laissé, il y a des protocoles à évaluer en horaire même pour chaque patient. Et enfin, une autre chose importante, qui est qu'en fait, la délivrance de Paxlovid se fait sur présentation d'un test positif. Donc, il est tout à fait possible d'anticiper les choses avec une prescription conditionnelle et de ne pas avoir à refaire venir le médecin et plutôt garder ça, la réévaluation clinique, pour vraiment le suivi quand il y a une dégradation, comme on l'a vu dans la semaine qui suit. Les recommandations vaccinales pour la Covid, bon, j'imagine que vous les connaissez quand même bien. Je vais en remettre une couche. Ça a commencé depuis le 2 octobre. On a vachement simplifié les choses. Une personne de 5 ans et plus, donc a priori c'est le cas des personnes qui sont en EHPAD, c'est une dose, on le rappelle. Une dose donc adaptée aux nouveaux variants. Et donc c'est 6 mois après la dernière infection injection. C'est très simple. Encore une fois, les personnes immunodéprimées, on peut le faire au bout de 3 mois. On peut également le proposer à tous les résidents et à tout le personnel. Donc là encore, vraiment, si ce n'est pas fait, pensez-y. Et donc, le dernier de la triade des principaux virus respiratoires hivernaux, qui est le VRS. Alors, c'est un virus qui est peut-être un peu moins connu pour les personnes âgées, parce qu'on pense surtout à la bronchiolite. Mais comme on vous le met ici, les chiffres quand même ne trompent pas. Il y a des épidémies en institution. Ça représente quand même de 5 à 30 des épidémies d'infections respiratoires aiguës en institution. Et on a quand même des pneumopathies à VRS avec des taux d'attaque parfois jusqu'à 40% et 20 000 hospitalisations chez les personnes de 65 ans et plus, donc autant que pour la grippe finalement. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel il faut penser pour la personne âgée. Encore une fois, pas d'antibiotiques de façon systématique, seulement s'il y a une surinfection. Donc ça, vraiment, je pense que là, j'ai été assez bien lourd dans la répétition avec ça. Et c'est vraiment le message important. Ici, on vous a mis des données un peu plus chiffrées sur une étude qui montre qu'en fait, le VRS, on est vraiment pas loin de la grippe hein, dans le taux annuel d'hospitalisation et la mortalité. Alors, la mortalité, c'est peut-être un peu moindre que la grippe, mais on reste quand même sur des taux, enfin ça tue, quoi. Le VRS tue les personnes âgées et on a en tout cas beaucoup d'hospitalisations, presque autant qu'avec la grippe. Donc, il y a un vrai fardeau de morbimortalité pour les personnes âgées. La vaccination pour le VRS, alors c'est une vaccination, c'est un vaccin qui existe déjà, il est sur le marché. Il n'est pour le moment pas encore recommandé, donc pas encore remboursé, donc forcément c'est un peu plus compliqué
de le proposer, sauf pour les patients qui peuvent se le permettre, mais ça vaut le coup d'en discuter. Là, pour le moment, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des travaux qui vont démarrer là dans 2 mois, avec, on espère, une stratégie, une recommandation pour l'hiver prochain. Que retenir de tout ça? Déjà, la première chose qu'on a évoquée en filigrane, que vous avez retrouvé un petit peu partout, mais sur laquelle j'aimerais faire un focus, c'est vraiment déjà, j'en mets une petite dernière couche, pas d'antibiotiques systématiques, vraiment dans les infections virales. Pensez plutôt à tout ce qui est antibiothérapie conditionnelle, plutôt la réévaluation, les choses comme ça, vraiment, et c'est les antibiotiques de façon systématique ne vont pas aider le patient plus que ça, comme on l'a vu. La deuxième chose donc, qui a été en filigrane que j'aimerais un peu évoquer, c'est les précautions. Donc, dès la suspicion en cas de période épidémique, un port de masque chirurgical à l'entrée en chambre. Le résident qui quitte sa chambre porte aussi un masque chirurgical. On aère les chambres de façon régulière. On peut même aller plus loin, envisager des isolements géographiques des résidents en cas de cas groupés, voire restreindre les visites vraiment quand on est bloqué. Les précautions contact dans une moindre mesure également, avec du matériel dédié pour chaque résident si on en a. Ça vaut le coup de les utiliser, d'en laisser dans chaque chambre. La vaccination pour tout le monde, les résidents, les professionnels de santé, les visiteurs. Comme on l'a vu, le diagnostic précoce conditionne quand même beaucoup les choses. Voilà, ça va vraiment conditionner à la fois la prise en charge avec les précautions, à la fois euh, les éventuels traitements spécifiques, et à la fois, vraiment, voilà, c'est quand on peut s'appuyer là-dessus qu'on peut se dire peut-être qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques de façon systématique. Donc vraiment, le diagnostic précoce avec les TROD est très important. Enfin, les traitements des complications, voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas de complications, on dit juste qu'il faut voilà, savoir plutôt essayer de les anticiper, de les prévenir. Donc c'est souvent, ça peut prendre 1000 visages, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'on a beaucoup parfois, parce que le système de santé est ce qu'il est, qu'on a des problèmes de personnel, on est tenté de vouloir faire ça de façon systématique, mais il existe des solutions en fonction de ce qu'on a à disposition, en fonction d'autres paramètres. Voilà, une connaissance épidémiologique, comme on a vu, la pnéumopathie, c'est surtout pour la grippe, donc l'intérêt d'avoir le diagnostic par des TROD ou par des PCR, l'examen clinique, mais ça permet d'éliminer les diagnostics différentiels, de vérifier l'état général, mais on peut aussi, si vraiment on a du mal à avoir des examens cliniques réguliers pour nos résidents, substituer ça avec au moins une surveillance de données de tension, de saturation, de fréquence cardiaque, de fréquence respiratoire. Est-ce que le résident peut s'alimenter, peut s'hydrater seul? Les choses comme ça peuvent déjà aider à suivre une évolution, s'appuyer sur les structures locales qu'on a à disposition. En Ile-de-France, ça vaut quand même le coup d'essayer de se rapprocher du laboratoire, d'essayer de se rapprocher des services de radiologie à domicile pour voir ce qui est possible de mettre en place. Des mesures d'anticipation aussi, des protocoles, mettre en place des protocoles. N'hésitez pas voilà, à faire appel au CRTB. On prépare nous, souvent des protocoles, des choses à destination notamment des structures, d'avoir voilà, le système d'ordonnance conditionnelle qui peut nous aider, les directives anticipées aussi qui peuvent beaucoup orienter la prise en charge et suivre voilà, les recommandations antibiotiques qui sont actualisées. Les durées sont de plus en plus courtes, les spectres de plus en plus étroits. C'est vraiment une combinaison de tout ça qui nous permettra de limiter au mieux la consommation antibiotique et de préserver notre système de soins sans non plus être délétère pour nos patients âgés. Donc, c'est facile hein, de dire tout ce qu'on vous dit. On est conscient du fait que c'est très compliqué de faire du bon usage en EHPAD, que c'est un fonctionnement qui est complexe, qu'on a voilà, des populations fragiles qui vivent en promiscuité, donc la consommation sera plus importante de toute façon, qu'il y a en plus un turnover important, que chaque acteur de soins, il y en a beaucoup, chacun a ses propres problématiques. Quand est-ce que j'ai assez de personnel pour faire voilà, des gens qui viennent faire des évaluations cliniques régulièrement? Est-ce que je peux avoir les avis spécialisés quand j'en ai besoin? Est-ce que j'ai des recommandations claires? Quand est-ce que je fais les trottes? Quand est-ce que je les fais pas? Quand est-ce que il faut que je surveille plus ou moins l'alimentation, le nursing, les choses comme ça? Comment les pharmaciens vont se mettre en communication avec les prescripteurs? Comment on fait pour restreindre l'utilisation d'antibiotiques critiques? Donc vraiment, c'est compliqué, mais il y a des choses à faire. On peut nous venir en appui, vous aider. Et une des pistes qu'on pense utile, c'est vraiment un référent local. C'est à ça qu'on travaille
ici au CRATB, d'avoir vraiment un ambassadeur, un référent local qui est identifié dans la structure, qui travaille régulièrement, qui peut permettre d'assurer les formations, un retour, un suivi après des recommandations, après des actualisations des connaissances, des choses comme ça. C'est important. On pense que c'est important en tout cas, et on est très curieux d'avoir votre avis euh, et, euh, et vos éventuelles suggestions euh, pour discuter ensemble. Merci à tous d'avoir suivi ça. Donc, on va pouvoir revenir à la vidéo. J'espère que vous nous voyez. Et on va pouvoir discuter ensemble et avec le docteur Champollion. Tac, est-ce que tu as les questions? Ça zoome sur nous, c'est parfait. On va pouvoir reprendre les différentes questions. Ouais, on va remonter un petit peu tout ça. N'hésitez pas à les... Donc la première question, on va la relire pour que le docteur Champollion puisse répondre avec nous. D'ailleurs, Sophie, si tu veux allumer ton micro, comme ça on pourra y répondre ensemble. Alors, la première question, je vais la lire. Bonjour, quels sont les critères financiers et les critères de choix des TROD pour les EHPAD en incluant aussi le confort du résident, entre parenthèses, un écouvillonnage au lieu de 2 ou 3, si recherche de VRS pour son confort? Merci. On a aussi une question similaire qui est bonjour, dans notre EHPAD, cette année pour confort, j'ai tenté TROD Covid grippe VRS, mais c'est très cher, beaucoup de faux négatifs, j'ai l'impression. Alors, juste pour répondre déjà à cette question, ça dépend déjà de ce que la pharmacie peut fournir, déjà dans un premier temps. Il y a effectivement des critères financiers qui peuvent aussi rentrer en ligne de compte parce qu'effectivement, les multiplex sont très chers. Et puis, il y a un petit rapport qui est sorti, je crois, au mois de juin 2023 de l'ARS sur justement les TROD multiplex. Autant les tests multiplex de laboratoire sont plutôt fiables et a priori, il n'y a pas de souci. En revanche, pour ce qui est des TROD, a priori, on n'est pas encore sur des résultats qui sont optimums et qui permettent d'être sensibles et suffisamment spécifiques. Donc, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y a pas pour l'instant de consigne d'utiliser les TROD multiplex en individuel. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en EHPAD, on est aussi sur du collectif. Voilà, donc j'ai pas je suis désolée, c'est une réponse un peu de Normand, mais Ça va être, oui, mais voilà, on est là voilà, aussi pour discuter, parce qu'on est conscient, comme on l'a dit, qu'il y a des problématiques c'est à la ça. fois financières, des problématiques de confort. On a des patients qui sont parfois déments, parfois grabataires, c'est pas toujours simple. Effectivement, hein, au niveau coût-bénéfice, il n'y a pas d'études, mais il y a un intérêt pratique. Effectivement, on parlait du confort. C'est vrai qu'avoir un seul prélèvement pour avoir ces trois résultats est intéressant. Pour ce qui est de la sensibilité, elle est meilleure, plus tôt c'est, meilleur c'est. Alors, on n'a pas fait sur tous les trottes combinés, donc effectivement, là encore, c'est à des données qui doivent être réévaluées, mais de manière générale, la plupart des trottes, notamment le plus connu, le trot grippe, plus c'est fait tôt, meilleure est la sensibilité. Donc, il reste la dernière chose qui a été abordée, c'était vraiment le côté financier. Effectivement, c'est vrai que chaque situation de chaque établissement au niveau financier est différente et aussi les collaborations avec les laboratoires. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est pas toujours très simple, mais ça vaut le coup de se rapprocher du laboratoire conventionné, comme disait le docteur Champollion, pour vraiment essayer de voir ce qui est possible. Pour ce qui est des patients déments, effectivement, je ne sais plus si c'était ça, ou alors peut-être que j'ai vu une question Oui, c'est en une question au avance. sujet de masque, en Oui, fait. pardon, j'ai été trop loin, Et mais ça absolument. s'applique également pour les tests, hein, le confort. C'est vrai que là, on parle de patients qui sont en état de porter un masque, qui sont en état de recevoir, qui on peut pratiquer ce prélèvement. Et pour les patients, vraiment, c'est pas possible du tout. On est bien conscient que on sort effectivement des recommandations dont on a parlé. Et pour des patients comme ça, il est beaucoup plus difficile. Là, ça va vraiment être au cas par cas. Est-ce qu'on isole ces patients-là? Est-ce qu'on va plutôt essayer de tester les autres qui sont symptomatiques? Est-ce qu'on va plutôt essayer de traiter à dose préventive? S'il est symptomatique, est-ce qu'on prend le parti de tester à dose curative, par exemple un traitement antiviral? C'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus au cas par cas, où là, c'est important de se poser, d'en discuter
Et donc, mais on est conscient qu'effectivement, il y a certains patients, ça paraît compliqué de leur faire porter un masque, ça paraît compliqué de leur réaliser ce test. Et donc, il y a ces spécificités-là. Mais voilà, ce n'est pas l'ensemble des patients. Et vraiment garder ces discussions-là pour les patients compliqués et essayer d'appliquer au maximum pour les autres patients ces choses-là sera déjà un effort conséquent qui est de votre part, mais qui sera vraiment rentable, même si ce n'est pas sur l'ensemble des patients. Du coup, je pense que j'ai parlé déjà d'emblée de la question qui était faire porter un masque à un patient dément. Effectivement, faire porter un masque à un patient dément qui l'arrache, on est également sur probablement, là, il va falloir discuter un isolement, il va falloir discuter vraiment au cas par cas pour ce genre de patients où effectivement, on sort vraiment des recommandations. Il y avait une question concernant oui, CRP ou PCT. Alors, c'est plutôt CRP. La PCT, effectivement, c'est plutôt pour, pour différencier bactérien, pas bactérien, enfin plutôt viral. Ça n'a pas vraiment été testé pour ce qui est de la prise de décision des scores sur les pneumopathies, mais plutôt CRP. Je ne sais pas si, Sophie, tu as d'autres choses là-dessus à dire. Effectivement, ce qui a été testé, c'est vraiment plutôt la CRP. De toute façon, c'est moins cher, c'est plus simple à avoir. Et ça nous donne déjà quand même un bon indice, parce qu'encore une fois, seul, ça ne suffit pas. C'est vraiment un faisceau d'arguments qui va nous aider. Donc la CRP seule peut nous aider, mais pas plus que ça. Donc vraiment, sur ce qu'on a présenté, c'est vraiment la CRP qui a été beaucoup utilisée, beaucoup étudiée pour s'orienter sur les pnéopathies bactériennes chez les personnes âgées. Je rajouterais juste encore une fois, peut-être se rapprocher de son laboratoire, parce qu'effectivement, en fonction des délais sur lesquels il y a des laboratoires pour qui ça va être un peu plus long pour la PCT et la CRP va être plus rapide. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas et puis de l'habitude de chacun aussi, je pense. Question suivante. Bonjour, pourquoi n'isole-t-on pas les patients de Covid-19 positifs? Là, on retourne un petit peu sur ce qui avait été dit. Sophie, tu veux peut-être répondre? Je rebondis effectivement, c'est quand la personne est en capacité d'être isolée et que le bénéfice global, on va dire, individuel versus collectif, risque, voilà, éviter les moments où il va en particulier déjeuner, donc effectivement plutôt privilégier une table seule ou un déjeuner en chambre. Mais pour les activités collectives, l'idée de ne pas priver parce qu'effectivement le risque serait plus important que le bénéfice. Et donc, dans ces cas-là, quand le port du masque est possible, ça me semble important, quitte à remettre le masque pour certains patients qui les enlèveraient. Et puis, effectivement, il y a le cas spécifique des résidents qui vivent dans des unités type Alzheimer, hein, les espaces de vie protégés, où là, on sait que de toute façon, c'est très compliqué et qu'on on va être néfaste pour eux et qu'on n'arrivera jamais à les confiner. Donc, de l'importance, encore une fois, de prévenir peut-être plutôt que de guérir et donc d'assurer une vaccination suffisante et correcte des résidents, des différents intervenants de l'établissement et de l'entourage qui rend visite, ça c'est certain. Je ne sais pas si d'autres expériences à faire partager ou d'autres médecins ou IDEC souhaiteraient intervenir sur ce sujet qui est un sujet compliqué, hein, ça c'est certain. On avait aussi donc, des questions sur le Paxlovid, donc le traitement curatif pour la Covid. Quand doit-on mettre un résident sous Paxlovid? Et donc une question qui est connexe, on va dire. Il y a un problème de délai de livraison en pharmacie. Pour une EHPAD, ici, c'est donc un médecin qui est dans une EHPAD sans PUI et donc qui est soumis à des problèmes de délai de livraison pour sa pharmacie. Est-ce que Sophie, toi, tu as... Moi aussi, j'ai le même souci avec ma pharmacie qui a des délais de livraison comme pour beaucoup de médicaments, mais en ce moment, hein, pour beaucoup d'antibiotiques, ce qui est peut-être pas plus mal, mais Paxlovid y compris.
des difficultés à s'approvisionner. Ça peut être une bonne idée, effectivement, si on est habitué que c'est quelque chose voilà, qu'on souhaite mettre l'un ou l'autre de nos patients sous Paxlovid, peut-être faire des prescriptions par anticipation quand on. Voilà, ça peut être une bonne idée. Et le jour où, enfin, en tout cas, de voir avec sa pharmacie pour avoir un petit stock, et le jour où on a effectivement un patient qui va être positif, pouvoir déclencher la délivrance du Paxlovid. Ça peut être une option. Donc oui, effectivement, essayer de s'organiser avec les ressources qu'on a sur le territoire pour que Mm. le jour où on a cette problématique, on est un peu ouais, anticipé. On a cette fois-ci une question. Sur la tension d'approvisionnement à l'argentin. Oui, aussi, donc on reste dans le même thème des tensions d'approvisionnement. Bonjour, en période de tension sur l'augmentin, impossible à obtenir pour nous, quelle est la recommandation de première intention en l'absence d'allergie? Est-ce que tu as, toi, est-ce que tu as déjà été, Sophie, soumise à ce problème-là? Est-ce que tu as... Oui, oui. Et alors, effectivement, pour le coup, moi, ma solution de secours, c'est plutôt la ceftriaxone parce que, effectivement, c'est simple, facile d'utilisation, peu ou pas de contre-indications, en particulier fonction rénale, etc. Et tolérance meilleure que la piostacine, par exemple, qui est quand même très compliquée sur le plan digestif pour la population générale, mais en particulier nos Hmm. patients âgés. Voilà, donc quand on a des Bon, difficultés d'approvisionnement augmentin, moi c'est plutôt ceftriaxone sous-cutané. Ouais. d'accord. Même si à proprement parler, il n'y a pas de trouble de déglutition, mais Oui, voilà. ouais. Et effectivement, une autre solution pour, dans l'optique de couvrir le Staphylococcus aureus, comme on l'a vu, qui est voilà, là, couvrir dans ces cas-là, ça peut être aussi le Tavanic, hein, Ouais. mais bon, c'est un plan B, quoi. C'est vraiment, on est sur un traitement, voilà, on est sur un traitement critique, c'est un antibiotique critique, donc c'est vraiment en cas de force majeure, on va dire. L'autre idéal, ce serait plutôt de chercher dans d'autres pharmacies, voir avec d'autres grossistes, voir encore une fois, essayer de se rapprocher de la pharmacie, voir si eux n'ont pas des solutions, d'autres pharmacies, si c'est possible de commander auprès d'eux, parce qu'encore une fois, comme tu l'évoquais, Sophie, il y a parfois des gens qui font des réserves, donc parfois il y a des problèmes, pas forcément comment dire, de pénurie, mais aussi de distribution. Donc peut-être de voir si la pharmacie avec laquelle vous avez l'habitude de travailler n'a pas un autre contact pour pouvoir essayer de s'en sortir, ou alors vraiment voir d'autres grossistes. Ça peut être une bonne solution. Alors, Euh, juste excusez-moi, peut-être, je suis peut-être un pavé dans la mare, mais c'est vrai que peut-être se rapprocher des établissements hospitaliers, pourrait peut-être dans des circonstances particulières y avoir voilà, des dépannages possibles hôpital-ville quand on est dans des situations complexes et qui nécessitent voilà, à l'étude, à étudier. C'est vrai, tu as tout à fait raison de rebondir là-dessus. Alors c'est plutôt pour des sorties d'hospitalisation, mais il y a déjà des hôpitaux qui s'organisent pour délivrer des jours d'antibiotiques en période de pénurie en sortie d'hospitalisation. Mm. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est une piste à explorer aussi, de se coordonner avec l'hôpital. Tu as tout à fait raison de l'évoquer. Une autre question. Donc, bonjour, on revaccine contre la Covid-19 avec un vaccin, donc le XBB 1.5, qui est le nom du dernier variant. Mais le variant SARS-CoV-2 a déjà changé d'efficacité. Effectivement, ça évolue très vite. Donc là, a priori, le dernier qui est sorti, le dernier vaccin qui est adapté, est quand même pour le moment, ça reste efficace. Alors c'est vrai que ça évolue très très vite, donc c'est toujours un questionnement qu'il faut avoir, mais néanmoins, c'est-à-dire qu'il est quand même fait projeter pour que ça évolue, sauf en cas vraiment d'évolution très particulière, on garde quand même une efficacité et on essaye au mieux de quand même vérifier qu'il y a un maintien d'efficacité. Pour le moment, il n'y a pas de signe que ce soit que les variants aient vraiment éteint l'efficacité. Mais c'est vrai que c'est une des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Pour autant, pour le moment, le vaccin contre le XBB 1.5 reste, donc tout ça est à l'étude, hein, évidemment, les nouveaux variants émergents. Et pour le moment, on n'a pas d'alerte sur le fait qu'il y ait un variant qui soit extrêmement présent dans la population et qui soit retrouvé dans les infections et qui échappe complètement à la prévention vaccinale avec cette nouvelle mouture du vaccin.
Je ne sais pas si Sophie, tu as quelque chose à rajouter Non, là-dessus. pas particulièrement sur ce Voilà, sujet. a priori, là, pour le moment, on n'a pas de signe, donc c'est des choses qui sont vraiment suivies de près parce qu'on est conscient que ça évolue très vite. Donc, effectivement, c'est un sujet intéressant, mais pour le moment, pas de gros signal sur quelque chose qui échappe et qui soit très présent. On a encore une question. En pharmacie d'officine, le stock épuisé Paxlovid est limité à 2 boîtes. Au-delà, le stockage n'est pas autorisé. Oui, effectivement, ça vient répondre à la question qu'on s'était posée tout à l'heure. Donc, c'est vrai que ça aussi, si même donc, on est conscient qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire et que ces recommandations se heurtent parfois à une réalité un peu compliquée, surtout en ce moment. Donc, c'est vrai que si vraiment on est, voilà, d'avoir des solutions, d'essayer de voir avec les différentes structures hospitalières, pharmacies d'officine, les grossistes, essayer de voir, de changer. Après, effectivement, si on est bloqué, malheureusement, le contexte fait que on va pas pouvoir, malheureusement, voilà, c'est juste d'essayer un peu toutes ces choses-là. Si vraiment on est bloqué, malheureusement, on peut pas générer des boîtes ex nihilo. Mais c'est vrai que c'est un commentaire intéressant pour rebondir sur ce qu'on avait dit et pour effectivement donner un peu de contexte. On arrive à la fin Je des pense questions. qu'on a évoqué la plupart des questions. On a essayé, de toute façon, on a abordé un petit peu tout ce qui a été dit. Sophie, je ne sais pas si tu as des choses que tu aimerais dire, d'autres que tu aimerais évoquer, ou si on a abordé. Peut-être juste effectivement prévenir plutôt que guérir, c'est vraiment le signal qu'il faut donner pour notre population âgée dont on s'occupe. Et la campagne vaccinale automnale, effectivement, on a le rappel grippe et Covid, c'est très bien. Peut-être profiter du printemps, laisser passer l'hiver et ces nombreux virus, et peut-être profiter du printemps pour se reposer les questions pour le pneumocoque, en attendant qu'on ait peut-être le VRS dans les mois ou les années à venir. Mais voilà, je pense que déjà, c'est pas mal. Et non, et on reste disponible, enfin, je reste disponible et tout le monde reste disponible s'il y a d'autres questions à l'issue de ce webinaire. Bien sûr. J'avais juste précisé, effectivement, pour les radiologies, c'est quand même vraiment facile de les avoir à domicile. J'ai mis sur le chat là, 2 noms de sociétés qui interviennent facilement, très rapidement, sans dépassement d'honoraires, à domicile. Avec des résultats pour le médecin en 24 heures. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Voilà. C'est vrai, oui, on l'a évoqué, mais c'est vrai que Ouais. là, on a des structures en Ile-de-France. C'est vrai qu'on a quand même des choses qu'on peut aussi utiliser. Donc, encore une fois, ouais, d'essayer de se rapprocher, de voir un peu les ressources qu'on a. Sur ce, ça fait voilà, presque 1 heure. Bon, c'était 45 minutes, 1 heure, donc on est plus sur 1 heure. Mais on est quasiment à 1 heure. Donc, on est presque à l'heure, on va dire. On vous remercie à tous d'être venus assister à ce webinaire. On remercie le docteur Sophie Champollion de nous avoir donné de son temps pour répondre aux différentes questions. On vous enverra évidemment le webinaire qu'on mettra sinon sur notre site. Il y aura aussi un replay de cette vidéo si vous souhaitez voilà, revoir d'autres choses. Et évidemment, vous êtes libre de réutiliser ce PowerPoint en gardant évidemment les sources des différents organismes pour voilà, faire des communications auprès de vos établissements sans aucun problème. Et on reste disponible pour vous aider voilà, sur des choses, des protocoles, des choses comme ça. Ça fait partie de nos missions au CRATV. Merci à tous de vous être connectés et à bientôt.